SCI LIS, on va parler de ça aujourd'hui et on va voir les trois principaux avantages de la SCI LIS. On verra un petit peu les inconvénients qu'il y a derrière aussi pour savoir quelle est la meilleure fiscalité qu'il faut utiliser. En investissement IMO, on a souvent les trois grandes possibilités. Ça va être faire de la location nue, régime foncier, faire de la location meublée, LMNP, donc là on est en nom propre, et faire de la SCI, souvent LIS. C'est ça les trois grandes options. Et quand on commence à construire beaucoup de patrimoine, la SCI c'est souvent une très bonne option. La meilleure solution, ça reste quand même de faire une simulation fiscale pour avoir exactement les impôts qu'on va payer dans chacun des régimes fiscaux en fonction de sa situation perso et en fonction des chiffres de son projet et de quand est-ce qu'on veut revendre, etc. Ça, je vous invite à le faire à chaque projet pour être sûr que vous choisissez la bonne fiscalité. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur libox.fr, vous avez un lien directement dans la description et vous pourrez utiliser des simulateurs de fiscalité qui sont certifiés par experts comptables et qui vous donneront la meilleure fiscalité pour votre projet immobilier. Si on en revient à la SCI LIS, on va voir qu'on a trois avantages principaux. Le premier, ça va être que en termes de charges qu'on peut déduire, il y a beaucoup plus de choses qu'on va pouvoir déduire par rapport à de la location nue, par exemple. Quand on fait de la location nue et qu'on est en régime réel, le principe du régime réel, c'est de dire toutes les charges qui sont relatives à mon investissement, je vais pouvoir les déduire de mon chiffre d'affaires pour calculer mon bénéfice. Donc je touche mes loyers, je déduis mes charges, ça me fait un bénéfice et je paye des impôts sur ce bénéfice. L'idée, c'est donc d'avoir le bénéfice le plus faible possible pour ne pas payer d'impôts, mais ça sert à rien de se rajouter des charges fictives parce que c'est quand même de l'argent qu'on paye et donc faut pas non plus dépenser de l'argent juste pour pas payer d'impôts parce qu'à la fin on gagne peu. Il n'empêche que il y a des choses que des fois on va dépenser et qu'on va pas forcément pouvoir déduire en fait en régime foncier, location nue, notamment tout ce qui est les travaux d'agrandissement, tout ce qui est les frais de notaire et tout ce qui est les frais d'agence. Et donc ça, c'est trois catégories de dépenses que on n'a pas le droit de déduire en location nue en régime foncier, alors que on est un peu obligé de les payer. Enfin, les travaux d'agrandissement, ça dépend du projet, mais en tout cas pour les frais d'agence et puis les frais de notaire, vous êtes obligé de les payer. Et c'est des dépenses qu'on n'a même pas le droit de mettre dans notre bilan comptable et dans nos charges. Donc c'est un peu dommage parce qu'on n'optimise pas vraiment notre fiscalité là-dessus. La SCI, ça va permettre de le faire. Le LMNP, ça permet de le faire aussi. Mais du coup, la SCI a quand même cet avantage-là que on peut sur des logements nus, sur de la location nue, déduire ces frais-là, alors que sur la location meublée, forcément, on est obligé de faire de la location meublée et ça se prête pas à tous les secteurs en France. Le deuxième avantage qui est très bien en SCI, c'est qu'on va avoir une imposition qui est quand même contrôlée parce qu'on va payer uniquement 15% d'impôt sur notre bénéfice jusqu'à 42 500 euros, donc de bénéfices. Donc même si vous avez 50 000 euros de loyer, très certainement, vous n'aurez pas 42 500 euros de bénéfices. Donc en fait, on peut monter quand même assez haut dans une SCI sans avoir à payer d'impôt. Alors, il faut bien calculer parce que notre bénéfice, il va augmenter au fur et à mesure des années parce que les loyers augmentent et parce qu'on a un petit peu moins d'amortissement. Je vais y revenir juste après sur cette notion d'amortissement. Mais globalement, atteindre 42 000 euros de bénéfices, c'est quand même assez long dans une SCI. Donc, on va souvent rester à 15%. Et même quand on va dépasser ce 42 500, on va être imposé à 25%. J'ai envie de dire uniquement, c'est quand même beaucoup. Mais c'est toujours moins élevé que ce qu'on va avoir en nom propre. Ou si on prend un cas classique d'un investisseur qui a une tranche marginale d'imposition à 30%, il va payer 30% sur son bénéfice, que ce soit en foncier ou que ce soit en LMNP. Et il va aussi payer 17,2 de prélèvements sociaux, CSG, CRDS, ce qui fait que pour une tranche marginale d'imposition à 30%, on va avoir une imposition totale à 47,2%. Donc on est 3 fois plus élevé que le taux réduit de l'impôt sur les sociétés de la SCI, le 15%, et quasiment 2 fois plus que le 25%, le taux normal. Donc ça c'est bien, surtout quand on veut garder des biens un peu longtemps, et en fait on va avoir très peu de fiscalité, même quand on n'aura plus rien à déduire. Donc ça c'est quand même vachement bien. Le troisième avantage, et ça du coup j'ai commencé à en parler, c'est qu'on fait de l'amortissement. Ceux qui savent pas ce que c'est l'amortissement, j'ai fait une vidéo exprès sur le sujet où j'explique vraiment ce que c'est l'amortissement comptable et comment ça fonctionne. Mais dans les grandes lignes, l'amortissement c'est on va faire comme si l'appartement ou l'immeuble perdait de la valeur tous les ans et en fait on va déduire une charge fictive qui est pas vraiment dépensée, qui est même pas du tout dépensée et ça va permettre de réduire en fait notre bénéfice et ça nous permet en général pendant 5 à 10 ans de pas payer d'impôts. Donc ça c'est quand même un truc qui est génial parce que c'est de l'argent qu'on dépense pas vraiment et ça nous permet de pas payer d'impôts pendant des années. Et donc la SCI, non seulement pendant les premières années on ne paye pas d'impôts parce qu'il y a de l'amortissement, parce qu'il y a des charges et même après en fait on a un impôt qui est quand même assez modéré et ça c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que la SCI c'est souvent utilisé en fait pour enchaîner les investissements parce que ça permet de vraiment maîtriser sa fiscalité. Il y a quand même quelques inconvénients sur la SCI qu'il faut avoir en tête, notamment en fait toutes ces histoires d'amortissement on va les retrouver à la revente. Donc comme c'est le cas pour le LMNP maintenant depuis la nouvelle réforme, on va avoir ces amortissements qu'on a utilisés pour ne pas payer d'impôts pendant la location qui vont être repris en compte
pendant le jour de la revente, et qui vont du coup agrandir notre base imposable de plus-value et donc on va payer plus d'impôts sur la plus-value le jour de la revente. Donc ça c'est un inconvénient, mais l'avantage c'est quand même que la revente, on le fait quand on le veut, normalement, si ça se passe bien et qu'on n'est pas obligé de vendre parce qu'on a un souci. Et donc on peut beaucoup plus gérer, beaucoup plus anticiper cet impôt sur la plus-value et choisir à quel moment on a envie de revendre pour optimiser un petit peu notre patrimoine. Deuxième inconvénient de la SCI LIS, c'est aussi que l'argent en fait il va rester dans la société. Donc on parle d'une imposition qui est assez faible, c'est vrai, mais en fait l'argent n'atterrit pas directement dans votre poche à vous, il appartient à la société et si jamais on veut sortir de l'argent de la SCI LIS, pareil j'ai fait une vidéo que je vous remets ici, il y a plusieurs possibilités, mais généralement ce qui se fait c'est de se verser des dividendes et donc là on va avoir 30% de flat tax à payer sur les montants qu'on met dans notre poche. C'est pour ça que très souvent quand on est dans une logique de construction de patrimoine, la SCI soit elle réinvestit elle-même jusqu'à arriver à une certaine taille, soit on rentre dans un système de SCI et de holding qui permet de faire remonter l'argent de notre première SCI vers notre holding pour investir dans une autre SCI par exemple. Attention à ça, il faut déjà que la SCI soit bénéficiaire pour qu'il y ait des dividendes à remonter, sinon il n'y a pas d'intérêt. Et attention à ne pas faire des holdings trop vite, à vouloir absolument avoir sa propre holding parce que c'est quand même des choses qui coûtent de l'argent. Il faut quand même qu'il y ait un vrai intérêt, en fait, une vraie économie fiscale pour que ça compense en fait la perte qu'on a de coûts de comptabilité et de coûts de création de société. Et enfin, j'aimerais tuer un peu un mythe qu'on entend beaucoup sur la SCI LIS. Je sais pas d'où ça sort, mais j'ai plein d'investisseurs qui viennent me voir et qui me disent oui, mais en fait, au niveau du taux d'endettement avec la banque, si j'investis en SCI LIS, alors ça n'aura pas d'impact sur mon taux d'endettement. Ça, je vous le dis, c'est complètement faux. Moi, j'ai bossé dans la banque à titre perso, j'ai vu les documents officiels qui expliquaient comment calculer les taux d'endettement et une SCI, c'est une société civile, c'est pas une société commerciale, c'est une société qu'on dit transparente et donc la responsabilité du prêt, elle n'est pas sur la SCI, elle n'est pas sur la société, elle est sur les actionnaires derrière. C'est vous en tant que personne physique qui êtes cautionnaire du prêt immobilier, même si c'est la SCI qui emprunte. Donc c'est vous, personne physique, qu'on ira chercher si jamais le prêt n'est pas remboursé et donc c'est votre taux d'endettement personnel qui est utilisé. Peut-être que des fois, il y a des gens qui sont tombés sur des banquiers qui ont un peu magouillé et qui ont dit oui, c'est une SCI, donc on va bidouiller un peu les calculs dans l'ordinateur. Et je dis pas que ça arrive jamais, peut-être, mais en tout cas, c'est pas la norme et il faut bien avoir en tête que vous empruntiez en SCI, même à l'IS, IS ou IR, c'est pareil, ou que vous empruntiez en nom propre, le taux d'endettement, c'est exactement la même chose. Donc faites attention à ce mythe-là, qui est de dire qu'on peut emprunter à l'infini avec une SCI, c'est pas vrai. Ça, vous pouvez plutôt le faire avec une vraie société commerciale, une SAS, une SASU, une URL, des choses comme ça. Mais là, du coup, il y a d'autres conditions aussi. C'est pas les mêmes types de crédit immobilier qu'on va avoir. C'est même plus du crédit immobilier, justement, c'est du crédit professionnel où là, pour le coup, il n'y a plus de HCSF, il n'y a plus de notion de limite de taux d'endettement. L'endettement, c'est quand même quelque chose que va regarder la banque pour vous accorder le crédit, mais en tout cas, il n'y a plus cette limite de 35% du HCSF, donc il y a plus de liberté. Et en général, vous êtes avec des banquiers professionnels, donc qui comprennent mieux la logique d'emprunt pour investir et pas d'emprunt juste pour acheter sa résidence principale, comme ont l'habitude de faire 80% des banquiers. Mais faites attention à ça, SCI LIS n'est pas égal à taux d'endettement illimité. Ça reste très avantageux, ça rentre dans une logique souvent de construction de patrimoine un peu plus à long terme. C'est ça pour moi le vrai intérêt de la SCI LIS, maîtriser sa fiscalité, construire du patrimoine et aussi avoir une législation et une fiscalité qui est quand même plus stable. On le voit et on l'a vu encore avec le LMNP, le gouvernement des fois se met à changer les règles en cours de route. Donc en fait, tous ceux qui ont acheté un LMNP, du jour au lendemain, ils se retrouvent avec une réforme qui leur dit que le jour de la revente, ils vont devoir payer beaucoup plus d'impôts. Ça arrive un peu moins sur les sociétés, c'est quand même vachement plus stable. Et du coup, quand on a envie d'être un peu tranquille à long terme, la SCI, c'est vrai que ça a quand même cet énorme avantage. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Je vous dis une très bonne journée, de très bons investissements. Ciao, ciao.